Midi à l'écoute de la radio e-radio, c'est l'heure du journal. Au sommaire de cette édition, Conseil constitutionnel, les parrainages d'Idrissa Seck et de Madi Kenya viennent d'être validés. El Hadj Malick Gakou, convoqué à l'instant, est à l'écoute des 7 sages du Conseil constitutionnel. Assane Diouf, libre après avoir passé 13 mois en prison, selon son avocat. Les droits de son client ont été bafoués. Il compte interjeter appel suite à toutes les interdictions faites à Assane Diouf. Projet du train express régional, presque tous les impactés de Thiaroye ont été indemnisés. À quelques petits jours de l'inauguration du TER, seules 4 personnes attendent leur argent et pour le moment, les travaux avancent à un rythme accéléré. L'actualité internationale en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo demande à ses partisans de se rapprocher des partis de gauche pour réaliser la réconciliation nationale. En sport, organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019, l'Égypte choisie par la CAF et le Cameroun aura finalement ce privilège en 2021. Ces annonces ont été faites ce matin à Dakar. À suivre la presse du jour avec Ousmane Gueye en fin d'édition 2-19 avec Migui Maram Ndiaye. Bienvenue à toutes et à tous. Au micro, Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Idrissa Seck et Madi Kenya viennent de franchir le cap du parrainage. Le Conseil constitutionnel a validé les signatures complémentaires qu'ils lui ont présentées il y a juste quelques instants. Nous allons écouter As Babakar Gueye, c'est le mandataire du candidat Idrissa Seck, au micro de Baba Ndiaye et de Dieba. Véritablement, c'est de la farce ou quoi. Nous savions depuis le départ qu'on n'a aucune difficulté. Demander à Idrissa Seck 8 parrains, c'est comme essayer de mettre de l'ombre dans de la lumière. C'était rien du tout chez nous. On est passé la main haute. On était déjà passé avant. On l'est encore aujourd'hui. On n'a aucune difficulté. Notre dossier parrainage a été validé, mais ça, ce n'est pas une information. Nous lançons un appel à Macky Sall. Que cette farce-là arrête. Ce qu'il est en train d'appliquer véritablement sur les autres candidats, qui laisse les gens véritablement passer. Comment peut-on aujourd'hui jouer sur ce qui est important, comme cette station de la présidence de la République? Vous venez donc d'entendre le mandataire du candidat déclaré Idrissa Seck. À présent, je vous propose d'écouter la réaction du mandataire du candidat déclaré Madi Kenya, qui se félicite du résultat obtenu pour le parrainage. Ibra Diouf Nyokhobaye Kovassi. Comme vous le savez, on avait à régulariser 6377 dossiers parrains et heureusement, on peut dire alhamdoulilah, nous avons pu valider plus de 4000 alors qu'on cherchait environ 2000. Maintenant, le plus difficile reste à faire. Il faut maintenant se préparer à toutes les éventualités parce qu'avec le gouvernement de Macky Sall, il faut s'attendre à tout. Vous écoutez e-radio sur la 90.3 FM, Dakar. Midi 3 minutes. Assane Diouf est certes condamné à 2 ans de prison, dont 9 mois ferme, mais il est libre puisqu'il a déjà purgé cette peine. Il était poursuivi pour injure publique par le biais d'un système informatique, diffusion de fausses nouvelles et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Relaxé du délit d'injure au ministère du culte et autres. Et après le jugement rendu ce matin, son avocat entend interjeter appel car d'après Maître Ciré Clédorli, les droits de son client ont été bafoués à travers les différentes interdictions qu'on lui a faites. Maître Ciré Clédorli est au micro d'Aludou. Ce que nous dénonçons, c'est la gravité de la décision qui a été prise. Aujourd'hui, il est clair que le chemin qu'arpente notre pays est un danger pour toutes les libertés. La décision prise contre Assane Diouf est de le mettre en liberté, mais aussi de le discréditer en le présentant comme un malade mental, puisque le tribunal a demandé à ce qu'il se soumette à des examens psychiatriques. Mais le tribunal n'a pas pris des dispositions appropriées pour que cela puisse se faire. Ce qui veut dire que c'est
c'est une décision qui n'a pas de sens et qui n'est pas applicable, qu'on ne peut pas en fait respecter. La deuxième chose, il a été décrété sa mort subite, en violation de toutes les conventions internationales et de la Constitution. Privation du droit d'association, privation du droit de parole, privation du droit d'expression, privation du droit d'avoir une opinion, privation de s'adresser d'apparaître dans une télévision, de parler à la radio et même de paraître dans des vidéos. Vous voyez que l'ensemble des libertés, n'est-ce pas, et des droits d'Assane ont été confisqués, ce qui en fait correspond à une mort civile et cela est inacceptable. Cela veut dire en clair que nous allons interjeter appel et je pense que cette décision, on la soumettra aussi au comité des droits de l'homme parce qu'il faut que l'on sache que ce pays obéit à des règles, à une constitution et que ce pays n'est pas isolé, qu'il est dans un concert de nations et qu'il y a des chartes qu'ils se doivent de respecter. Cette décision n'est pas une décision juridictionnelle, c'est une décision politique qui a été prise. À l'instant, maître Ciré Clédorli, avocat de Assane Diouf, donc, qui est libre à partir d'aujourd'hui. Les impactés du train express régional de Thiaroye peuvent s'estimer heureux à part 4 personnes qui attendent encore. Tout le reste a été indemnisé par l'État et à 6 jours de l'inauguration de ce projet cher au président Macky Sall, les travaux se déroulent à un rythme soutenu. La correspondance de Boudal Ndiaye. Il ne reste que quelques jours pour le démarrage du TER. Les travaux avancent à grands pas dans la banlieue dakaroise. Même si ces travaux ont quelque part impacté quelques riverains et commerçants. Ce jeune homme est commerçant au marché Thiaroye. Il nous l'explique. Depuis que les travaux ont démarré, vraiment les choses ne marchent pas bien pour nous parce que les clients, on ne les voit pas parce qu'ils n'ont pas où passer. C'est vraiment difficile. Pour les impactés du TER, les revendications semblent évoluer. Makodou Fall est le président du collectif national des impactés du TER. Donc la situation du TER présentement s'est améliorée. On a vu que les sites de recasement qu'on revendiquait auparavant, après une réunion, on a mis en place un comité de suivi. Aussitôt le lendemain, on a commencé à recaser, à terrasser les sites donc, du camp militaire de Thiaroye. Et après, on va terrasser en même temps le site de Malika. Nous sommes satisfaits à moitié. Ça reste aussi le paiement de quelques personnes qui sont en attente de chèque, quelques 4 personnes sur 2000 et quelques concessions. Pour Makodou, même la question de la sécurité est déjà réglée avec les populations. Donc le problème de la sécurité se posait autant, mais on est en train de construire le mur pour au moins laisser des fois des passages de piétons, des passerelles. Donc le DG de l'APEX est venu voir les populations pour les expliquer carrément la situation des passerelles. À quelques jours de son démarrage, les habitants de la banlieue attendent avec impatience le train express régional, même s'ils demandent aux autorités de mettre l'accent sur la sécurité des populations et de leurs biens. Boudal Ndiaye, banlieue dakaroise, iRadio. Rien ne va plus entre les clients de la mutuelle d'épargne et de crédit, des agents du secteur public et parapublic de Ziguinchor et les agents de la dite structure. Les clients ont envahi l'agence et menacé de quitter la mutuelle pour contester les ponctions opérées sur leur salaire ces derniers mois lors d'un rassemblement ce matin. Ils se sont prononcés devant la presse pour fustiger l'attitude des dirigeants de la MECAP. Mohamed Kandi. Ces clients de la mutuelle d'épargne et de crédit des agents du secteur public et parapublic de Ziguinchor se disent ne pas comprendre la manière avec laquelle les ponctions sont faites sur leur salaire. Une raison pour crier leur ras-le-bol face à cette situation qui perdure. Moussa Alkiyama Sané est leur porte-parole. Nous qui avons des comptes là-bas, on fait des prêts d'événements et des prêts de dépannage. Mais ces derniers, à chaque fin du mois, on nous coupe des doubles coupures. Des prêts qu'on a déjà terminé de payer il y a un an même, on nous coupe ça. Plus le prêt qui est déjà en cours. Et ça, c'est des ennuis. Après avoir perçu ton salaire, tu sens qu'on a des retenues non justifiées au niveau de nos banques. Et quand on vérifie, on prend nos bulletins, on se rend compte que la MECAP a coupé doublement ses prêts. Même les prêts qu'on a terminés, ils coupent ça. Si on vous coupe une retenue que vous avez déjà payée, le même jour que vous déposez, on vous demande de revenir le lendemain pour qu'on vous rembourse. On te donne une semaine, après une semaine, on te dit encore une semaine. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Si cette mutuelle est en faillite, ils n'ont qu'à nous le dire.
Du côté de l'administration de la MECAP, on balaye d'un revers de main toutes ces accusations. Joint au téléphone, Chérif Faye, membre de la direction de la MECAP, apporte des éclairages et précise que des rectifications seront bientôt apportées. Bon, en fait, il n'y a pas de problème. On est en train tout simplement de faire les travaux de fin d'exercice. Donc, on est en train de clôturer le système d'information, à cause de laquelle on a reporté toutes les opérations jusqu'au 8 janvier 2019, jusqu'à ce qu'on clôture le système. En fait, nous nous excusons des désagréments causés, mais juste nous excuser aussi par rapport aux sociétaires. Pour ses clients, la mutuelle a toute la journée pour régulariser leur situation. Ils comptent poursuivre leur combat jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Immersion dans Dakar FM Market, un marché pas comme les autres qui met en avant le consommé local. Au monument de la Renaissance, les produits bio attirent les clients et les exposants se frottent les mains. Un tour au Dakar FM Market avec Aminata Ndiaye Sarr. Du haut du monument de la Renaissance à Mandoufou, toutes nationalités confondues. Sur place, une diversité locale, allant des produits fermiers, artisanaux aux produits de beauté. Un embarras du choix pour le visiteur au Dakar fameuse maquette. Dans leur stand, Ndebintanjond et Soda, des exposantes, parlent de leurs produits. Nous faisons une agriculture saine qui n'a pas d'engrais également. Dakar Fameuse Market, chaque année, nous participons à l'événement. Donc nous, ce que nous faisons, c'est des produits d'artisans. Donc nous faisons des paniers en paille et en fil plastique. Nous, notre produit phare, c'est les paniers. Donc c'est des paniers que nous produisons nous-mêmes. Si certains participants trouvent que les Sénégalais ont la culture du consommé local, Issaha, exposant d'origine burkinabé, soutient plus ou moins le contraire. Ça fait 15 ans maintenant que je suis à Dakar. Dakar, je vois que c'est un métropole où on peut vraiment faire beaucoup de choses. Je fais des meubles design, intérieur et extérieur, avec du fil de peste. Et la base, les structures sont faites avec du fer forgé. En grande partie, c'est des expatriés. Les Sénégalais ne se connaissent pas très bien d'abord. Lancé en 2015, le Dakar Fameuse Maquette a été initié par un groupe de jeunes entrepreneurs désireux de valoriser les produits locaux. Tchabokan, médecin, fait partie des initiateurs de ce projet. On a créé le marché, le Dakar Fameuse Market en octobre 2015 avec l'ambition de vraiment faire la promotion du consommé local, du Made in Sénégal, de valoriser ce qui se fait, surtout dans les secteurs agroalimentaires, les produits issus de l'agriculture biologique, bio et les produits transformés, les cosmétiques naturels et les solutions éco-responsables qui existent pour les consommateurs au Sénégal, à Dakar en particulier. On a énormément de gens, 3000 à 5000 visiteurs en moyenne, qui vraiment viennent pour soutenir des produits de qualité vraiment de chez nous et déjà produire du Made in Sénégal dans les 3 secteurs que j'ai cités, agroalimentaire, cosmétiques naturels et solutions éco-responsables. Il faut une bonne présentation sur le plan packaging, que ce soit quelque chose de qualité et des entrepreneurs derrière qui font un produit pas seulement pour se faire de l'argent, mais vraiment pour dans l'esprit de valoriser ce qu'on produit localement. Avec le temps, l'espace qui accueille ce marché mensuel s'agrandit. Le Dakar Fameuse Maquette compte participer à l'atteinte de l'objectif du Sénégal, qui consiste à un accroissement de 75% de la consommation nationale des produits sénégalais en 2035. L'info en continu sur www.imedia.sn. Midi 13 minutes sur e-radio, la suite du journal. La rentrée des cours et tribunaux, c'est ce mardi. Cette année, le thème porte sur la protection des données personnelles, une problématique au cœur de notre quotidien. Dans les points de transfert et de retrait d'argent, est-on conscient des différents risques quand on communique publiquement ces données, les noms, prénoms, numéros de téléphone? La réponse est oui pour certains usagers qui confient avoir vécu des mésaventures. Le reportage de Mamadou Lamine Fati. Envoyer ou retirer de l'argent dans des endroits ouverts pose parfois d'énormes problèmes aux usagers, surtout quand les protections des données personnelles sont en jeu. Moussa, la quinquagénaire, retrace sa mésaventure. Tout le problème, c'est les gens à côté. Ils vous écoutent, enregistrent votre numéro et vous appellent. J'en ai été victime. Quelqu'un m'a appelé et m'a donné toutes mes coordonnées. Je n'ai jamais su où est-ce qu'il a pris mes contacts. Il voulait juste m'arnaquer. Trouvé devant une agence de transfert d'argent, Astou se dit très prudente.
Pour elle, pas question de communiquer tout haut son numéro. Moi, quand je retire de l'argent, je ne donne jamais mon numéro de téléphone. Je le compose directement sur le téléphone du vendeur. C'est plus prudent. Employé d'une agence de transfert d'argent, Fatou dit prendre toutes les mesures pour protéger les données personnelles de ses clients. Il y a des clients qui refusent de donner leur numéro. Moi, je suis obligée de respecter leur choix. C'est aussi pour les protéger. Que ce soit dans un endroit public ou privé, la question de la protection des données personnelles intéresse bon nombre de personnes. Astou, Fatou et Moussa se demandent comment faire pour que leurs données personnelles ne soient pas divulguées à n'importe qui. La mise en place de zones tampons pour préserver les données personnelles des usagers, c'est ce que préconise la CDP. Mamadou Niane, le directeur des affaires juridiques, rappelle que c'est un devoir pour tous les opérateurs de transfert et de réception d'argent. Des propos recueillis par Ousmane Gueye. On doit toujours retenir que ces données sont confidentielles et que l'usage d'un service ne doit pas être un prétexte pour une divulgation non souhaitée de ces données. Donc il serait préférable que ces kiosques ou ces agences ou toute autre structure prévoient des zones tampons. Donc prévoient des zones tampons de sorte qu'on puisse avoir une distance respectable d'attente afin qu'un client soit servi et que l'autre puisse venir après. C'est une manière entre autres de protéger les données personnelles. Ça, c'est une recommandation ou c'est carrément ce que dit la loi? Autrement dit, est-ce que les structures qui font dans ça, est-ce qu'elles risquent de tomber sous le coup de la loi ou il y a un vide juridique pour le moment sur ça? Bon, pas vraiment. C'est une pratique managériale puisque la loi est assez générale. La loi dit qu'on doit prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité. Donc, c'est parmi ces mesures, c'est maintenant aux professionnels de voir comment aménager son espace de travail de sorte à respecter les dispositions de la loi. Bon, maintenant, si un usager estime qu'il y a eu un accès frauduleux à ces données en raison du fonctionnement du service, il peut toujours voir avec le juge s'il y a lieu à réparer le préjudice subi ou à sanctionner la faute. La CDP, en partenariat avec les écoles de formation, va clôturer une compétition axée sur la protection des données personnelles cet après-midi à l'école polytechnique de Dakar. L'actualité internationale sur e-Radio. Bonjour Bokar Alpha Khan. Bonjour Antoine. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo donne des instructions à ses partisans pour la réconciliation nationale. Tout à fait. L'ancien président ivoirien, toujours en détention, a envoyé un message à ses militants et aux responsables du Front populaire ivoirien. Le dit message a été lu hier par le docteur Assoa Adou lors d'une conférence de presse à Abidjan. Laurent Gbagbo veut que son parti se rapproche des formations politiques de gauche pour construire les bases d'une réconciliation nationale avec l'objectif de mettre fin aux souffrances des Ivoiriens. Docteur Assoa Adou, que nous écoutons. La réconciliation est un élément important pour la reconstruction du pays, pour l'édification d'un État de droit, d'un État démocratique, laïque et solidaire. C'est pourquoi prévenir toute forme d'instabilité auquel le pays est exposé et pour mettre fin à la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire qui a soif de la réconciliation vraie et sincère que le président Laurent Gbagbo, président du Front populaire ivoirien, a instruit l'ensemble de la direction du parti à, premièrement, entreprendre sans délai toutes les initiatives nécessaires en vue de la promotion et de la mise en œuvre effective de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Pour ce faire, le président Laurent Gbagbo met le parti en mission auprès de tous les acteurs de la vie politique et de la société civile, sans exception, en vue d'une grande mobilisation pour construire ensemble les bases de la vraie réconciliation entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, il demande au Front populaire ivoirien d'approcher les partis politiques de gauche pour renforcer et s'approprier davantage la problématique de la réconciliation nationale,
gage de la stabilité d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Élection en République démocratique du Congo, le respect du processus électoral, facteur de paix selon le pape François. Oui, pour le pape François, la paix en RDC dépend en grande partie du respect de la vérité des urnes. Le souverain pontife s'est exprimé hier face aux ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège. Un pape François donc très préoccupé par la situation politique en RDC. Je suis avec attention particulière l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, exprimant le souhait que le pays puisse retrouver la réconciliation qui tarde depuis longtemps et entreprendre un chemin décidé vers le développement, mettant fin à l'état persistant d'insécurité qui touche des millions de personnes, parmi lesquelles de nombreux enfants, a déclaré le Saint-Père. La situation en République démocratique du Congo, c'est aussi une passe d'armes entre la Commission électorale nationale indépendante et le pouvoir d'un côté, et la Commission épiscopale nationale du Congo, la CENCO, de l'autre sur la publication des résultats des élections, surtout présidentielles, qui devraient inaugurer la première passation pacifique et démocratique de pouvoir dans l'histoire de la RDC. Si la CENCO, qui dit connaître le nom du vainqueur de la présidentielle, somme la CENI de publier les résultats dans la vérité et la justice, la CENI dénonce cette pression et continue de rappeler qu'elle seule est habilitée à proclamer les résultats des élections. Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, réagit au rappel à l'ordre du gouvernement. Le voici au téléphone de nos confrères de la presse congolaise. La CENCO a participé à l'observation électorale avec un nombre important d'observateurs. 40 000 observateurs à court terme, plus de 1 000 observateurs à long terme. Alors c'est tout à fait normal que les gens puissent se tourner vers nous pour savoir quel est le niveau de notre travail, quels sont les résultats qui en résultent. Notre rapport préliminaire d'observation électorale a donné des informations générales et impersonnelles sur le déroulement des scrutins. Et nous n'avons cité personne et nous n'avons évoqué aucun chiffre à faveur d'un tel candidat ou de tel autre. À notre niveau, nous pensons que si soulèvement il y a, ou si soulèvement il y aura, ça sera en fonction des résultats qui sera publiés par l'instance compétente qui ne soit pas conforme à la vérité des urnes. En ce qui concerne la vérité des urnes, en vertu de la publication des données au niveau des bureaux de vote, après le dépouillement des votes, n'importe qui peut avoir suffisamment d'éléments pour apprécier comment les choses se sont passées sur le territoire national. Contentieux électoral à Madagascar, le verdict ce mardi. Le verdict ce mardi, d'ailleurs, il devrait être donné à 15h heure locale. 15h heure locale, c'est midi à Dakar, donc il est 15h25 en ce moment à Madagascar. Donc on attend toujours la haute cour constitutionnelle qui doit proclamer donc les résultats officiels de l'élection présidentielle du mois dernier, dont la victoire a été attribuée à Ange Radjoel malgré les accusations de fraude de son rival Marc Ravalomanan. Selon les résultats publiés par la commission électorale, l'ancien président Radjoel, 44 ans, a nettement remporté le second tour disputé le 19 décembre en recueillant 56,66% des suffrages contre 44,34% à son prédécesseur à la tête du pays. Marc Ravalomanan, 69 ans, a immédiatement saisi la haute cour constitutionnelle en arguant de fraude massive. Depuis une semaine, plusieurs centaines de ses partisans ont défié l'interdiction des autorités pour manifester à 5 reprises sur l'emblématique place du 13 mai au cœur de la capitale Antananarivo et exiger la vérité des urnes. Un peu d'économie dans cette page internationale avec le Ghana qui veut tirer davantage profit du cacao. Oui, le cacao, c'est vraiment la base de l'économie ghanéenne. C'est pourquoi le gouvernement entend dans cette optique transformer localement au moins 50% de sa production de fèves, une perspective réalisable au regard des capacités actuelles du pays. Selon les responsables en charge de la filière, le Ghana peut aujourd'hui traiter environ 300 000 tonnes de cacao, en hausse de 19% par rapport aux 252 000 tonnes transformées précédemment. Alors que la capacité installée du pays est de 400 000 tonnes, Accra compte 12 entreprises locales de transformation du précieux produit. L'augmentation de la quantité transformée au niveau intérieur permettra ainsi au Ghana, deuxième producteur mondial de cacao, de se mettre un tant soit peu à l'abri des variations du marché. Bokar Alpha Khan, merci pour cette page internationale. Merci Antoine. Le journal des sports de iRadio.
Bonjour Seydina Abagay. Bonjour Antoine. Coupe d'Afrique des Nations de football, l'organisation de l'édition 2019 pour l'Égypte, celle de 2021 pour le Cameroun. Effectivement Antoine, c'est le président de la Confédération africaine de football qui l'a annoncé à l'issue de la réunion du comité exécutif de la CAF qui s'est tenue ce matin à Dakar. Ahmad a aussi précisé que la CAF était autonome dans ses prises de décision. Écoutons le président de la CAF au micro de Sékou Seydi. Haut et fort, je remercie le chef de l'État camerounais, M. Paul Biya, d'avoir compris cette décision. C'est pourquoi nous l'accompagnons pour que cette CAN de 2021 se réalise dans la plus belle des conditions et je vous garantis ce sera une très belle CAN au Cameroun, la CAN 2021. Quant au 2019 maintenant, parce que la décision que nous avons prise à Accra, c'est que comme le Cameroun n'était pas prêt, ils ont déjà investi et énormément qu'ils ont investi. Nous ne pouvons pas laisser nos pays, nos dirigeants dilapider de l'argent comme ça, sans utilité. Il faut les accompagner, il faut prendre en compte. Les règlements, c'est nous qui l'avons établi. C'est nous qui devons voir dans les contextes où nous sommes en quoi peut être positif ce règlement. Et les autres glisseront automatiquement dans cette CAN. Libre à celui qui le conteste, mais la CAN n'appartient qu'à la CAF. C'est la CAF seule qui peut décider de sa compétition. Lorsqu'il y a des éléments techniques qui ne rassurent pas, la réglementation est claire. Quant au 2019, que j'ai dit tout à l'heure, en qui j'ai un respect total vis-à-vis de l'Afrique du Sud et de l'Égypte, après avoir écouté Roland Berger, après analyser la situation, après avoir écouté les deux candidats, nous passons au vote. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Égypte qui va accueillir la CAN 2019. Ballon d'or africain 2018 qui de Salah, Mané et Aubameyang va remporter cette prestigieuse distinction individuelle. Difficile à dire Antoine, tant ces trois joueurs ont brillé durant l'année 2018. Considéré comme l'outsider, Pierre-Emerick Aubameyang a fait une saison pleine avec Arsenal et le Gabon. En 64 matchs, l'attaquant a marqué 47 buts et délivré 4 passes décisives. Un rendement plus que correct qui ne devrait pas pour autant peser sur la balance. Une balance qui, il faut le dire, penche fortement du côté des deux attaquants de Liverpool. Sadio Mané et Mohamed Salah sont sans contestation possible les meilleurs footballeurs africains de l'année. L'ailier sénégalais a réalisé sa meilleure saison en carrière avec 30 buts marqués et 8 passes décisives délivrées en 79 matchs. Un rendement qui lui permet d'être un challenger sérieux, mais pas plus. Parce qu'à l'opposé, Mohamed Salah a été exceptionnel. L'Égyptien a survolé la Premier League anglaise, brillé en Ligue des Champions et même freiné par une blessure lors du mondial. Il a réussi à y inscrire un magnifique but. Déjà sacré meilleur joueur du championnat anglais, meilleur joueur de la BBC, Mohamed Salah est le favori à sa propre succession pour le titre de Ballon d'or africain de l'année. Le vainqueur sera connu ce soir, Antoine, à l'occasion des CAF Awards qui vont se tenir au Centre international de conférence de Diamniadio à partir de 19h. Une des autres catégories primaires lors de ces CAF Awards est celle du meilleur entraîneur de l'année. Et contrairement à Sadio Mané qui est dans la peau d'un challenger, Aliou Cissé est lui considéré comme le favori dans sa catégorie. Le sélectionneur des Lions a bouclé l'année 2018 avec un bilan de 5 victoires, 5 matchs nuls pour une seule défaite. C'était face à la Colombie lors du mondial, un mondial durant lequel son équipe a fait de belles performances et impressionné bon nombre d'observateurs. Avec lui, l'équipe nationale du Sénégal a bouclé l'année 2018 en tête du classement FIFA africain et à la 23e place du classement mondial. Aliou Cissé a donc de fortes chances d'être le deuxième sélectionneur sénégalais sacré après Bruno Metsu en 2002. En face de lui, il y aura Mouine Chabani, entraîneur de l'Espérance de Tunis, et Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. Samuel Eto'o, fils, apporte son soutien à la nouvelle équipe de Fédération camerounaise de football. Pour une fois, le football camerounais parle d'une même voix. Le quadruple Ballon d'or africain a profité des CAF Awards et de la présence du tout nouveau président de la FECAFOOT à Dakar pour dire qu'il va faire de son mieux pour accompagner la nouvelle équipe fédérale. Écoutons Samuel Eto'o, fils, au micro de Sékou Seydi. Pour moi déjà de dire grand merci au comité de normalisation parce que c'est la première fois que nous avons eu des élections aussi transparentes dans cette fédération-là. Je crois les Camerounais, partout où ils se trouvaient, ils pouvaient voir cette élection en direct et le président qui a été nouvellement élu
Nous attendons tous beaucoup de choses de lui, mais surtout que le football camerounais retrouve la place qui est la sienne. Hier encore, je discutais avec certains coéquipiers qui me disaient mais ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, mais le Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Je leur ai dit, donnez-nous le temps. On a un président, on a beaucoup d'espoir en lui et j'espère que même si les chantiers sont difficiles, il est à la hauteur et il relèvera ce défi pour que notre football retrouve sa place. C'est tout pour cette page de sport de ce midi King Antoine. Rendez-vous ce soir pour les CAF Awards. Ce sera en direct sur emedia.sn et certainement sur e-radio. L'info aussi se poursuit sur emedia.sn. Merci Seydina Abagui. e-radio, les infos d'ici et d'ailleurs. La semaine dernière a été marquée par les reprises de fausses informations par de grands sites d'information sénégalais. Ces erreurs ont été causées par des sites parodiques dont les créateurs sont doués dans l'invention de contenus qui peuvent prendre des allures de vraies informations. La chronique fact-checking s'intéresse aujourd'hui aux sites parodiques et satiriques qui n'en finissent pas d'induire en erreur les médias et internautes du monde. Moussa Ngom. Jeudi, le site Sénégal 7 barrait en titre une fausse nomination de José Mourinho comme nouvel entraîneur de Dijon. L'information provenait en fait d'un site parodique français du nom de footballfrance.com. Le lendemain, c'était au tour de Sénégal de se méprendre en reprenant une fausse histoire selon laquelle 200 militaires maliens en mission au Canada auraient pris la fuite. Le portail d'information a également été trompé par un autre site parodique, 24jours.com, appelé le Journal des Insolites. Vous vous rappelez certainement de ce nom car il y a quelques semaines seulement, nous en parlions à propos de faux gilets jaunes en Centrafrique. À eux deux, Sénégal et Sénégal 7 rassemblent plus de 2 millions de followers rien que sur Facebook. C'est dire tout le tort que ce genre d'erreur peut causer à un média, mais également aux internautes qui s'empressent de relayer dans le réseau ce type de faits sortant de l'ordinaire. Une routine pour les sites satiriques ou parodiques. Ils excellent dans les articles trompeurs en partie ou entièrement inventés, mettant parfois en scène des personnages réels tout en étant inspirés de l'actualité. La dénomination de certaines de ces plateformes parodiques surfe également sur la confusion avec des noms de médias très connus, comme c'est le cas du site parodique footballfrance.com, qu'il est très aisé de confondre avec le célèbre francefootball.com, Gorafi, El Manchar, The Onion, Nordpress, pour ne citer que certains des plus connus. Ces sites n'indiquent généralement pas de manière explicite la nature humoristique de leur contenu. Il faut le plus souvent remonter à la rubrique dédiée aux conditions d'utilisation pour comprendre la vocation du média si la nature grossière de certaines infos, ou plutôt infox, n'aide pas à la déterminer. La meilleure prévention face à ce genre d'erreur est donc le préalable de la vérification avant le partage que nous recommandons non seulement aux auditeurs mais aussi aux médias. Par ailleurs, pour toute information ou déclaration à vérifier, envoyez-nous un message à l'adresse rédaction.radio@imedia.sn. Moussa Ngom, merci. L'autre info, vous les voyez sans doute se faufiler entre les véhicules dans la circulation. Il s'agit des vendeurs à la sauvette qui proposent divers articles aux personnes à bord de véhicules. Cette activité leur rapporte certes de l'argent, mais elle est pleine de risques. Awa Diop est allé à la rencontre de ces vendeurs à la sauvette. Nous sommes à la sortie de la Patte d'Oie. Ici, les jeunes marchands se disputent le passage avec les automobilistes. Les mains chargées de toutes sortes de produits, Babouka se faufile entre les véhicules. Malgré tout, il avoue pas mal s'en sortir. On s'en sort même si c'est difficile. Mais que faire? Il n'y a pas de travail. Cette activité n'est pas de tout repos certes, mais pas le choix. Mort, lui, vend des mouchoirs de chevet et autres accessoires automobiles. Pour lui, ce commerce est son gagne-pain. C'est un métier de circonstance. Nous gagnons notre vie à la sueur de nos fronts. C'est mieux que de voler pour vivre, ou vendre de la drogue, ou même agresser les gens. Un gagne-pain plein de risques. Djibi en est conscient. Esquiver les voitures, c'est devenu son quotidien. Même si nous passons entre les véhicules, nous faisons très attention. Nous savons comment circuler entre les véhicules sans se faire heurter par un automobiliste, même s'il y en a qui ne sont pas indulgents avec nous. De la Patte d'Oie au Maris en passant par la Cité des Eaux, ces jeunes ambulants chargés de divers produits ont fini de faire partie de la circulation. Malgré les risques, c'est le seul moyen pour eux de faire face au chômage. GD16 vous offre la revue de presse.
Presse du jour, Ousmane Gueye. Après les 19 recalés du parrainage, c'est au tour des 7 vigies de la société civile de prendre la parole. Le professeur Ababakar Gueye et les autres non plus n'épargnent pas le Conseil constitutionnel. Absence de référentiel précis et disponible pour tous les candidats afin d'éviter les erreurs matérielles. Manque d'informations détaillées sur les motifs des rejets autres que les doublons. Bref, trop d'impairs relevés. Mais l'impair des impairs au plan technique demeure sûrement le logiciel dédié au traitement des données. Nous ne savons pas comment il a été paramétré et comment on l'utilise. C'est la haute juridiction qui a choisi un prestataire qui a conçu le dispositif, confie Val Djodjondiaï à la tribune. Autant d'éléments qui font dire aux confrères que la société civile invalide le parrainage. Au total, ce sont 5 failles qui ont été découvertes. Résume de son côté Source A qui pointe un manque de courage des 7 observateurs. Oui, insiste le journal, c'est clairement un manque de courage qui ne leur a pas permis de regarder dans le blanc de l'œil les juges du Conseil constitutionnel pour leur demander de reprendre le comptage de tous les parents au motif que leur travail a été biaisé. De quoi galvaniser Abdoul Mbaye. À la page 5 de Source A, l'ancien Premier ministre s'en prend au sage en chef. Ces procès-verbaux sont faux. CCS, non pas par défaut de traitement, mais intentionnellement faux. Pour l'ex-candidat de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, les PV intitulés Vérification des parrainages de chaque candidat signés par Pape Oumar Sakho sont inexacts et sans rapport avec l'objet annoncé. Mais ce qui est plus grave aux yeux d'Abdoul Mbaye, c'est que lorsque le président du Conseil constitutionnel refuse la qualité d'électeur à ses parents, cela signifie en clair et en droit que les citoyens ne peuvent pas voter malgré la détention d'une carte d'identité CEDEAO et d'un numéro d'électeur. Et pendant que Idrissa Seck déménage à Fan en transformant son domicile au point E en quartier général pour la présidentielle, comme le révèlent les Échos, Hadjibou Soumaré, lui, prend la plume. L'heure est si grave, alerte l'ancien Premier ministre à la page 3 de Libération. Soumaré, qui adresse une lettre ouverte au chef d'État de l'UEMOA et à la communauté internationale, confie qu'il ne peut plus se taire face à la situation actuelle, laquelle d'ailleurs le candidat recalé fait état d'un tripatouillage de la Constitution et de la loi électorale par un pouvoir décidé à faire passer de force son parrainage pour l'imposer à des acteurs pourtant acquis au parrainage avec des règles qui seraient claires et impartiales. Mais si Hadjibou Soumaré décrivait une situation qui n'existe pas, ou plutôt s'il refusait de voir la réalité en face, pour reprendre les termes de enquête, les confrères qui évoquent une politique de l'Autriche de la part des 19 éliminés de la course à la présidentielle 2019 voient dans ce qu'ils appellent une stratégie de contestation et de dénigrement tous azimuts un refus de se rendre à l'évidence. Le peuple du parrainage a plutôt choisi Ousmane Sonko, Issa Sall, Khalifa Ababakar Sall, Macky Sall, Karim Meïssa Wade, Madi Kenya, Malik Gakou, Idrissa Seck, analyse le politiste Moussa Diaw de l'UGB, faisant remarquer tout de suite que les 3 derniers, Seck, Nya et Gakou, ne sont pas encore totalement tirés d'affaire. Ils seront informés ce mardi après une très longue nuit, comme un jour sans pain. Note Source A. Karim Meïssa Wade, qui a pu valider son parrainage, attendra la liste finale pour savoir si sa candidature est acceptée ou pas pour février. Libération, qui titrait hier sur l'effectivité de la déchéance de sa nationalité française. Déchéance, rappelons-le, à sa demande, apporte cette mise au point. Pour que l'acte soit réellement effectif, il faut que le président de la République française signe un décret. Reste à savoir s'il a été signé ou pas, écrit le journal. La succession de feu Sidi Lamine Niasse en question dans les Échos. Sur la désignation d'un administrateur provisoire pour Walfadjri, les confrères révèlent que le juge a rejeté toutes les requêtes selon les Échos qui parlent d'une bataille sans état d'âme entre Ahmed Khalifa Niasse et Cheikh Niasse. Les Échos qui titrent également sur les performances diverses pour les Sénégalais au cœur du football mondial. Un Aliou Cissé, probable meilleur coach, un Kalidou Koulibaly dont l'enrôlement par le Real Madrid nécessite 65 milliards, un Sadio Mané cité parmi les 20 joueurs les plus chers au monde, un des favoris pour l'édition 2018 du Ballon d'Or, un des favoris à côté de l'Égyptien et du Gabonais. Salah et Aubameyang, les photos des deux en plus de celles de Sadio Mané occupent d'ailleurs la une de Stade. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principales informations. Conseil constitutionnel, les parrainages d'Idrissa Seck et de Madi Kenya viennent d'être validés. El Hadj Malik Gakou, convoqué depuis 12 heures, est à l'écoute de 7 sages. Hassan Diouf, libre après avoir passé 13 mois en prison, selon son avocat.
Les droits de son client ont été bafoués. Il compte interjeter appel suite à toutes les interdictions faites à Hassan Diouf. Projet du train express régional, presque tous les impactés de Thiaroye ont été indemnisés à quelques petits jours de l'inauguration du TER. Seules 4 personnes attendent leur argent et pour le moment, les travaux avancent à un rythme accéléré. L'actualité internationale en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo demande à ses partisans de se rapprocher des partis de gauche pour réaliser la réconciliation nationale. Et puis, organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019, l'Égypte choisie par la CAF et le Cameroun aura finalement ses privilèges en 2021. Ces annonces ont été faites ce matin à Dakar. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique Insensec, réalisation Mohamed Kandi, 13h, Khalifa Diakhaté pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, Salimto suivra de 19 avec Migi Maram Ndiaye. Il y aura bien entendu Dialgat Ribar. Excellent après-midi à toutes et à tous.